Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Communication Innovation de De Vinci Executive Éducation. Je m'appelle Gloria et je suis avec ma collègue Inès. Bonjour. Bonjour Inès, est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Dans cet épisode, nous allons parler de la transformation numérique et plus particulièrement d'un phénomène qu'on appelle la disruption digitale. Pas de panique, on va tout vous expliquer simplement. Alors, qu'est-ce que la disruption digitale, Inès? Alors, écoutez, je prends juste une petite métaphore. Alors, imaginez une grande vague qui change tout sur votre passage. La disruption digitale, c'est un peu pareil, mais avec de la technologie. Grâce à Internet et aux applications, beaucoup de choses que nous faisons avant de manière traditionnelle sont maintenant transformées et modernisées. Vous vous demandez sûrement comment ça se passe dans la vie. Eh bien, Gloria, tu peux nous parler d'un exemple qu'on connaît peut-être dans la vraie vie? Oui, l'ubérisation. Alors, qu'est-ce que l'ubérisation? L'ubérisation vient du nom de l'entreprise Uber. Vous savez, cette application qui vous permet de commander une voiture en un clic. Mais en fait, ce terme décrit plus largement un nouveau modèle économique où des applis mettent en contact direct des gens qui ont un service à offrir avec ceux qui en ont besoin. Donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien? Eh bien, Gloria, laisse-moi te dire que ça nous facilite la vie, tout simplement. Je pense que chacun d'entre nous a déjà utilisé des applications sur Uber Eats, Airbnb ou encore Blablacar. Pour l'exemple de Airbnb, c'est une plateforme qui met en lien des propriétaires de logements avec des personnes cherchant un endroit où séjourner. En gros, si vous avez une chambre libre ou un appartement inoccupé, vous pouvez le louer à des voyageurs via l'application. Et là, l'innovation qu'apporte Airbnb, c'est que traditionnellement, dans le temps, pour trouver un logement de vacances, on allait dans une agence de voyage où on réservait un hôtel. Mais avec Airbnb, tout est simplifié. En quelques clics, avec son smartphone, on peut trouver une maison à la campagne, un appartement en ville ou même une cabane dans les arbres. Une cabane dans les arbres, carrément. Tout à fait. Je pense que Gloria, tu as quelques chiffres à nous présenter sur Airbnb. Oui, en effet. Alors, en 2023, Airbnb aurait généré 9 milliards de dollars de revenus, soit une Wow. augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Oui, c'est beaucoup. La plateforme comptait environ 7 millions de listings actifs, gérés par 4 millions d'hôtes, et les réservations sur Airbnb ont atteint 448 millions en 2023, une augmentation de 13% par rapport à 2022. C'est vraiment beaucoup. Incroyable. Mmh. C'est bien beau tout ça, mais c'est vrai que l'expérimenter peut-être au quotidien, ça nous aiderait à comprendre. De mon point de vue personnel, j'ai jamais utilisé un Airbnb. C'est simple, la raison, Ouais. c'est que oui, jamais. C'est qu'à chaque fois que je me mets à comparer les prix entre Airbnb et ce que moi, les offres que j'ai en entreprise, plus ce que j'ai aussi sur tu sais, il y a souvent des sites qui te permettent d'avoir des bons plans. Mmh. Je me retrouve jamais sur Airbnb, c'est-à-dire que les prix sont bien plus élevés que ce qu'on pourrait penser dans un hôtel, avec parfois moins de confort. Par exemple, on a une étude sur laquelle je suis tombée qui expliquait que dans certaines grandes villes, les logements Airbnb peuvent être jusqu'à 25% plus chers que des hôtels. Ensuite, il y Waouh! a la question d'hygiène et de sécurité. En logeant chez quelqu'un, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Les normes peuvent varier d'un endroit à un autre et ça peut être un peu stressant de ne pas savoir si le lieu sera propre ou non. Mmh. Toujours, on a une enquête qui nous a mis en avant que environ 30% des utilisateurs d'Airbnb ont eu des préoccupations concernant la propreté des logements. Et je te passe encore des exemples qui sont sortis sur Internet, des publications ou alors des plaintes d'internautes qui mettent en avant le fait que parfois ils se sentaient espionnés ou trouvaient des Mmh. caméras dans les maisons d'autres. Donc, c'est Ouais, beaucoup ouais. ça, mais ça fait quand même peur. Oui, ça fait très peur. C'est vrai que j'en avais entendu parler moi aussi, mais bon après moi je trouve que au contraire, ce genre d'application, ça simplifie beaucoup la vie et dans d'autres domaines. Du coup, par exemple avec, Uber Eats, en général lorsque je rentre du travail ou des cours et que je suis un petit peu fatiguée, j'aime bien me commander. Bon, pas tout le temps parce que voilà, c'est un peu cher. J'aime bien me Wow. commander de temps en temps un repas qui est directement livré chez moi, ça fait plaisir et j'utilise aussi Blablacar pour justement des raisons économiques que tu citais précédemment.
Mhm. Parce que lorsque je dois faire des trajets un peu longs, bah, ça m'évite de payer trop cher le TGV ou même de faire attention, on va dire, à l'environnement, pour ne pas Mm. prendre l'avion. Donc, d'ailleurs, il existe plusieurs autres applications du même type qui ne sont pas forcément aussi connues. Je pense à Superprof qui, met en relation des professionnels d'un domaine avec des élèves. Il y a aussi Mes Dépanneurs qui permet de réserver des prestations, comme du bricolage ou, des rénovations, du coup directement en ligne et Sympa. aussi Locatme qui permet de louer des appartements entre particuliers. Donc ça change un peu, de Airbnb du Ouais, surtout avec les galères en Île-de-France. ouais, Enfin, trouver un logement actuellement, ça relève du miracle, bah, surtout avec les JO. Donc, on n'en parle c'est pas. vrai, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ubérisation, c'est une transition dans le digital, on va dire ça. Et aujourd'hui, forcément, comme toute chose, elle apporte des avantages et des inconvénients. Donc, laissez-moi déjà vous parler des avantages. Dans un premier temps, on remarque bien, on entend bien l'accessibilité et la commodité. Revenons sur l'exemple d'Uber, bah, juste en commandant une voiture en un clic, Uber a rendu des déplacements humains bien plus pratiques. Toujours, une étude de Statista en 2023 nous révélait que bah, Uber compte déjà plus de 110 millions d'utilisateurs actifs chaque mois à travers le monde. Waouh, Ouais, c'est pas rien, franchement. ouais, c'est Aussi, énorme. d'autres plateformes comme HelloCasa, artisans pour ses travaux à domicile, aussi facilement que de commander une pizza. Ben, et justement, toujours dans un souci d'accessibilité, de commodité, on est là dans une simplification de la recherche et bien sûr la comparaison de devis. Donc, ce n'est pas, on a des avantages, mais qui ne sont pas que sur le plan accessibilité. On parle aussi de création d'opportunités d'emploi. Oui, justement, le plus grand concurrent de Uber, Uber Eats, Deliveroo qui offre des opportunités de travail flexibles pour les livreurs. En 2022, Deliveroo aurait compté, plus de 180 000 livreurs partenaires et en revenant sur Airbnb, bah, vous avez une chambre libre ou un appartement inoccupé. Airbnb permet de générer des revenus supplémentaires en les louant. D'ailleurs, en 2023, Airbnb aurait compté plus de 4 millions d'annonces actives dans le monde entier. Waouh. Ouais, et ce n'est pas tout. L'ubérisation stimule aussi l'innovation et l'émergence de nouveaux secteurs. Donc, on a Ulule, une plateforme de financement participatif qui a permis de financer plus de 35 000 projets depuis sa création, avec un taux de réussite de 70%. Il y a aussi Oscar qui révolutionne le secteur de la santé en offrant des services de téléconsultation et de gestion de la santé personnalisée. Ça me fait un petit peu penser à Doctolib. Mais comme toute passion a aussi ses côtés moins réduisants. Parlons-en d'ailleurs. C'est vrai. On parle déjà d'un point de vue emploi. Ben, c'est vrai, on a parlé des avantages, mais aussi la précarité de l'emploi. Uber, ben, aujourd'hui, bon, Uber, les chauffeurs sont souvent considérés comme des travailleurs indépendants, ce qui signifie qu'ils n'ont pas accès aux mêmes protections sociales ben, que les employés traditionnels. Ben, une étude en 2022 a révélé que 45% des chauffeurs Uber travaillent plus de 35 heures par semaine sans bénéficier d'avantages sociaux. C'est une vraie préoccupation. Donc, toi qui tu as un parent qui travaille dans ça, tu ne le vois jamais. D'ailleurs, j'avais un oncle qui travaille chez Uber, mais c'est quasiment impossible de l'avoir. Il travaille jour et nuit. Donc, en plus de ça, ce n'est pas seulement une question de travail, mais cela affecte aussi d'autres secteurs. On parle aussi de concurrence déloyale et d'impact sur les industries traditionnelles. Airbnb, toujours, a contribué à la hausse des prix de l'immobilier dans certaines grandes villes, rendant ainsi le logement moins accessible pour les habitants. C'est horrible Ben, de trouver un logement. ouais, ouais. Aujourd'hui, en plus, je me rappelle d'un exemple, je pense, dans l'actualité, je ne sais pas si je dis des bêtises, en Espagne, il y a une crise du logement. Aujourd'hui, les locaux ont plus de mal, on trouve de plus en plus de mal de trouver des logements parce que les propriétaires préfèrent les louer à des touristes. C'est Mm, bien beau, mais la mm. population en pâtit. Donc, aussi, on le voit clairement, des grandes villes comme Paris et New York, le prix de l'immobilier est monté jusqu'à 20% dans les zones où Airbnb est fortement présent. Là aussi, on a l'exemple de Blablacar qui concurrence aujourd'hui avec les compagnies de bus et de train qui doivent maintenant rivaliser avec des options de covoiturage souvent de plus en plus moins chères. Sans oublier qu'il y a des questions de régulation et de sécurité. Ouais.
C'est vrai que la sécurité, c'est très important. C'est comme les Locasa, du coup, les services à domicile peuvent varier en qualité et l'absence de régulation stricte peut poser des problèmes de sécurité et de qualité des prestations. Pour Oscar, c'est la même chose. Bien que les services de santé en ligne soient pratiques, ils peuvent soulever des questions sur la qualité des soins et la confidentialité des données des patients. Donc, quelles sont les perspectives d'avenir, surtout pour, la disruption digitale, du coup, qui est le thème principal de notre podcast? En termes de perspective, j'en vois 3 points. Déjà, d'un point de vue évolution du modèle économique, on peut s'attendre à voir davantage de services basés sur des abonnements, des micro-paiements et des plateformes de partage. Par exemple, Patreon permet aux créateurs de contenu de recevoir des paiements récurrents de leurs fans en échange d'un accès à du contenu exclusif. Mmh. À côté de ça aussi, on parle de l'émergence de nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et la blockchain. De nouvelles opportunités de disruption vont apparaître. Par exemple, pour le cas de la blockchain, elle pourrait transformer les transactions financières et des contrats intelligents en rendant ainsi les intermédiaires traditionnels assez obsolètes. Là, je parle du cas récurrent, je pense que pour les banques, donc d'avoir un intermédiaire par lequel on passe, tout serait plus fluide. Et Mmh. aussi, un exemple qui se remarque de plus en plus aujourd'hui, un peu dans tous les services, c'est la personnalisation des services. Mmh. Les entreprises vont de plus en plus se concentrer sur la personnalisation des services et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et bien sûr, grâce aux données et aux algorithmes de machine learning, les services pourront être adaptés de manière encore plus fine aux besoins individuels. Je pense notamment au cas Netflix, typique de Netflix, qui personnalise les suggestions de Mmh. films et séries en fonction des préférences Ouais, de ça fait visionnage. c'est un très bon travail ça, Ouais, Netflix. c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, je me souviens d'un cours qu'on a fait et d'un exemple qui ressortait de nos camarades. Par exemple, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était avec le cas de la pharmacie. Je ne sais pas, tu me l'expliquais tout à l'heure. Oui, 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 c'était un exercice en cours. En gros, il fallait imaginer des nouveaux services qui pouvaient, justement impacter des 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 commerces traditionnels. Donc il y avait le cas de la pharmacie, donc pourquoi pas inventer un service qui permettrait aux patients, en fait, d'envoyer leur ordonnance, donc sur une application qui scanne du coup, les médicaments dont le patient a besoin et qui va envoyer, directement aux pharmacies à proximité. Donc en fonction de la pharmacie qui aura le plus, médicaments en stock, on va pouvoir, valider, on va dire, cette pharmacie-là. La pharmacie va pouvoir, faire, la préparation de commande, la mettre de côté ou, nous la livrer ou sinon, nous, en tant que patients, on pourrait aller la chercher, un petit peu comme un drive. Ah, ça serait vraiment cool. Moi qui dis à la flemme d'aller à la pharmacie, pourtant c'est juste à côté de moi. Surtout quand il y a du monde. Ouais, c'est vrai que ça serait génial. Donc, comme on le constate, la distribution numérique pose des défis. Bon, elle a des avantages, certes, mais pose aussi des défis sur le point éthique et réglementaire. Donc, il est important, Ouais. je pense, de trouver un équilibre entre les innovations et la protection des consommateurs. Des questions telles que la protection des données personnelles, la sécurité en ligne et la réglementation d'une nouvelle forme de travail devront être forcément agressées. Mmh. Donc, Surtout dans le contexte où la data est de plus en plus importante et de plus en plus énorme. Donc, il faudrait qu'on puisse en fait gérer ces données personnelles et surtout la sécuriser. Donc, en conclusion, l'ubérisation et la disruption digitale surtout apportent de nombreux avantages en termes de commodité, de nouvelles opportunités, mais elles soulèvent également les défis importants en matière de sécurité de l'emploi, de régularisation et d'impact sur les industries traditionnelles. Je pense aujourd'hui qu'il est crucial de trouver un équilibre pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les impacts négatifs. Eh bien, voilà, comme l'a si bien conclu Gloria, nous sommes arrivés à la fin de notre petit podcast. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous espérons que cette discussion vous a éclairé sur les aspects essentiels de l'ubérisation, l'ubérisation qui est une forme de disruption digitale. N'oubliez pas, nous vous invitons donc à réfléchir sur l'impact que l'ubérisation
a dans votre propre vie? Comment ces changements vous affectent-ils au quotidien? Partagez vos opinions et expériences avec nous sur nos différents réseaux sociaux. Ah, Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Let's Go Let's go Digital digital. pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Bye.